Bonjour à tous et toutes. Merci à Addiction Valais pour son invitation. Un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis venir en Suisse, ceci vous plaît. Alors, Thomas m'a demandé d'intervenir sur le thème de l'efficience en travail psychosocial, et je pense que c'est une question clé parce que l'efficience et la manière dont on pense l'efficience nous conduit aussi à penser la l'égalité qu'on a dans toute partie du travail social. Quelque chose qui est peu connu en fait, c'est que évaluer, normalement, c'est porter un jugement sur la valeur de ce qu'on a fait. Et on peut se rendre compte, sur l'ensemble du champ social, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Amérique, que la plupart du temps, en fait, on ne fait pas que l'évaluation, on fait de la performance. Et ça détruit en fait le travail social. En tout cas, c'est une hypothèse dans laquelle je vais continuer. Et je vais développer, bien sûr. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, essentiellement, c'est de penser ce qu'on fait. Et pour ça, j'aime beaucoup cette phrase de Hannah Arendt, qui est une grande philosophe. Et j'aimerais bien commencer, en fait, mon intervention par vous parler d'éthique. Parce que penser ce qu'on fait, c'est aussi pour faire penser l'éthique. Et moi, j'aime beaucoup la proposition de John Rawls, qui est un grand théoricien de la justice sociale, qui a écrit un livre très important, en fait, dans les années 71, Théorie de la justice, dans lequel en fait il s'opposait à l'éthique utilitariste et il propose en fait de concevoir l'éthique. En fait, dans l'éthique, il y a toujours deux notions qui sont interdépendantes. Il y a la question du juste et la question du bien. Et le bien, c'est un peu les actions dans lesquelles on s'engage. Mais au regard de quel juste est-ce qu'on pense des actions dans lesquelles on s'engage? Et en fait, je pense, bon, on est en soutenant de différents auteurs, qu'on est essentiellement pour l'instant contraint à penser les dynamiques de travail social dans une éthique utilitariste. Et cette éthique utilitariste, elle est sous influence néolibérale, je développerai après. Et cette éthique utilitariste, en fait, elle a des gros défauts que Rawls a mis en lumière dans son livre, et que, après d'autres théoriciens ont complété, c'est que, elle participe, en fait, si vous voulez, l'éthique utilitariste, ce qu'elle veut, c'est agréger le bonheur du monde. Donc on va prendre l'individu par individu et voir comment vos désirs et plaisirs peuvent être assouvis. Et le but, c'est de maximiser le bonheur du plus grand. Le problème dans cette éthique, c'est qu'il n'y a pas de juste qui permet de penser la réalisation des actions dans lesquelles on s'engage. Et juste l'agrégation du bonheur du plus grand. Et donc, dans l'éthique utilitariste, la question de l'esclavage, par exemple, elle peut être dénoncée si elle contrevient au bien du plus grand. Mais par contre, elle peut aussi être acceptée. Si avoir des esclaves permet à la société de maximiser son bonheur, il est tout à fait acceptable pour le cas de l'éthique utilitariste de pouvoir avoir des esclaves. Okay? Et donc dans l'éthique utilitariste, il n'y a pas de juste qui permet de penser la réalisation des actions qu'on fait, si ce n'est la maximisation du bonheur. Mais en fait, l'éthique utilitariste, elle s'oppose et elle est en contradiction majeure avec l'éthique des droits humains. Et l'éthique des droits humains, en fait, elle est un moteur revendiqué normalement par toutes les éthiques de travail social. C'est un peu le chemin vers lequel je vous propose de penser. J'ai oublié de vous dire que moi j'ai une expérience de travail social de rue. J'ai travaillé 12 ans dans la rue à Vienne et j'ai travaillé pour les sans-abri. On a 70% de personnes sans-abri qui sont polytoxicomènes. J'ai aussi travaillé dans un centre assez accueilli pour les toxicomènes. Et en fait, quand on m'a donné des cours de sciences politiques à l'époque, j'ai pu un peu prendre de recul sur la pratique. Et c'est ça que je partage avec vous. Alors il y a toujours 3 niveaux d'analyse du travail social qui sont en interdépendance. Il y a un niveau d'analyse sociopolitique, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. Un niveau contextuel, je travaille dans une organisation, dans un canton particulier, dans une ville particulière, dans une organisation qui est une histoire. Et puis un niveau plus clinique, qui concerne en fait les méthodologies qu'on utilise. Forcément, ces 3 niveaux sont en interdépendance. Alors il me semblait important, avant d'éclairer les enjeux sociopolitiques, de partir de la définition du travail social. Moi je vous propose, moi je me sers beaucoup de cette définition qui a été construite par l'International Association School of Social Work, qui a été approuvée ici à Belgique. Et j'ai mis en grain un peu les éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention dans mon exposé.
le travail social promeut le changement et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d'agir et la libération des personnes. Et souvent, rien que ces notions-là, quand on pense au travail social, que souvent on est contraint de réaliser, bah déjà c'est assez paradoxal par rapport au cadre dans lequel on est contraint d'évoluer. Les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités sont au cœur du travail social. Moi, j'attire vraiment votre attention sur ces différents éléments parce qu'on remarque en fait que les travailleurs sociaux postulent des agissants de la démocratie. Ce que vous avez là au cœur, en fait, c'est les valeurs des systèmes démocratiques. Vous m'entendez pas bien au fond? Non. On peut monter ça. Si je parle comme ça sans micro, c'est mieux? Non. Je vais parler comme ça avec vous. Non mais ça va, je vais essayer de pousser la voix. Comme ceci. Okay. Et donc ce que je disais, c'est que les principales valeurs que vous voyez ici dans la définition du travail social, en fait c'est des valeurs, on peut considérer les travailleurs sociaux comme se revendiquant des agissants de la démocratie. Okay. Mais la démocratie, elle a une éthique. Et en général, quand on parle de système démocratique, on fait des liens avec l'éthique des droits humains. Hein, on peut aller voir toutes les définitions de l'ONU, le Conseil de l'Europe, moi je suis belge, etc. Et nos différents gouvernements, tous se disent être des promoteurs de la démocratie et de viser la possibilité de l'exercice des droits humains. Sauf que nous, on est de plus en plus dans une démocratie paradoxale, c'est-à-dire que nos gouvernements nous disent promouvoir la démocratie et les droits humains, mais bien souvent, les logiques qui sont mises en place dans les différents services sociaux visent à déconstruire la possibilité de l'existence des droits humains, en particulier pour les personnes plus vulnérables. Et je vais ici vous donner des éléments qui, fondamentalement, pour moi, remettent en cause la possibilité de l'idéal démocratique. Et pour moi, il y a une vraie influence pour l'instant dans le travail social, deux enjeux majeurs qui sont posés par un grand nombre de sociologues politiques et de philosophes. Un, le néolibéralisme. Je vais un peu vous montrer sa matrice et comment en fait les néolibéraux vont se servir du champ social pour faire valoir leur idéologie. Mais aussi le néo-management, dit le New Public Management, ou le management par objectif. Je vais essayer un peu de partager avec vous en quoi ces enjeux sociopolitiques posent question à la pratique du travail social, et j'essaierai en terminant de vous montrer qu'au cœur du travail social, on a la possibilité de proposer des modèles différents de ce qu'on fait, et qui permettent de découvrir la réalité d'une façon différente, et de la penser sous une forme différente. Alors, on m'a demandé de parler de l'efficience du travail psychosocial. Eh bien, je pense qu'il y a une efficience qui est sous influence néolibérale. Et que cette efficience conduit principalement les travailleurs sociaux à se penser comme des agents, et non pas comme des agissants de la démocratie. L'agentification du travail social consiste à considérer qu'un travailleur social est efficient, efficace, à partir du moment où il a la capacité de maximiser les objectifs qu'on a pensés pour lui. On ne vous demande pas, la plupart du temps, de penser le sens de ce que vous réalisez, encore moins de le penser avec les personnes ayant droit. Parce que moi, je les appelle des ayants droit, je ne les appelle pas comme des clients. Hein. N'oubliez pas qu'on pense avec des mots, et que la catégorisation qu'on fait des gens avec les mots qu'on utilise conduise aussi à l'émergence de nouvelles réalités, de nouvelles formes de connaissances. Et donc cette agentification, en fait, elle empêche principalement aux travailleurs sociaux de penser le sens des actions dans lesquelles ils sont. Alors, l'efficience en néolibéralisme est assez facile à comprendre, et je crois que pour ça, en général, les travailleurs sociaux, on est très performants. Elle consiste à la capacité à accroître les produits des activités publiques à moyens égaux ou à maintenir le même niveau d'activité mais avec moins de ressources. En gros, comment est-ce qu'on fait mieux avec moins? Par exemple, l'enseignement supérieur en Belgique, ça fait 15 ans qu'on a en Angleterre. Ça, c'est l'efficience sous point de vue néolibéral. Et dans le New Public Management,
il y a ce qu'on appelle les 3 E. Il y a l'économie, l'efficacité, et l'efficacité, ce sera la capacité qu'on a de maximiser les objectifs visés comme permettant de promouvoir l'utilité définie, et l'efficience, vous en avez là, la résultante. Et c'est étonnant parce que là, c'est dans la loi GOF en France, c'est exactement la même retranscription en Belgique, et je suis allé voir, c'est exactement la même chose en Suisse. Okay. Donc vous devez voir en fait que le New Public Management, il s'est diffusé dans le monde entier. Je vais vous expliquer comment. Alors, une efficience, mais afin de quoi? Quel est l'objet de cette efficience? Pourquoi faire toujours plus avec moins, mais afin de quoi? Dans quel objectif? Et donc je vais aborder le néolibéralisme. Et je vous ai pris cette figure qui s'appelle Herbert Spencer, que un grand philosophe, un grand sociologue, qui sont directeurs de recherche au CNRS et qui étudient l'histoire du néolibéralisme, prennent pour montrer en fait la mutation de la pensée libérale classique vers le néolibéralisme. Okay? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le libéralisme classique, le cas de Adam Smith, pensait certes qu'il fallait le développement du libre marché, mais mettait ce développement en concurrence quand même avec l'intérêt général. Et que lorsque Adam Smith propose la division du travail, il propose un libéralisme de spécialisation. Mais dans la notion de spécialisation, il y a une reconnaissance de l'individu, de chaque individu, qui a des compétences qu'il faut valoriser, etc. Okay. Arrive la pensée de Spencer, qui est en fait très darwinien social, et qui nous invite non plus à penser à un monde où on reconnaît à chaque individu la possibilité de spécialiser, mais à un monde de la compétition et de la concurrence, et donc aussi d'élimination. Un libéralisme de la compétition effrénée, de la concurrence effrénée, et donc aussi de légitimation et d'élimination d'une part de la société. Alors là, vous avez vraiment la matrice de la pensée néolibérale, et je vous expliquerai après, je vous montrerai après comment est-ce qu'il faut faire. Regardez ce que Spencer disait. Tous les arrangements qui empêchent à un degré la supériorité de profiter des avantages de la supériorité, ou qui protègent l'infériorité contre le mot qu'elle produit, tous les arrangements qui tentent à supprimer toute différence entre le supérieur et l'inférieur, sont des arrangements diamétralement opposés au progrès de l'organisation et l'avènement d'une vie plus haute. C'est du darwinisme social. Okay. Donc la matrice néolibérale doit questionner les praticiens du travail social. Il est, pour la possibilité de la société de se développer, important de laisser cette compétition se réaliser par nature et de surtout ne pas donner des droits aux personnes inférieures, sans quoi vous ne permettez pas à la société de s'émanciper. Et il faut savoir que la question de la démocratie dans la pensée néolibérale, c'est quelque chose de vraiment central. Et elle est pour eux, c'est quelque chose qu'ils assument, la matrice du pire danger. Ils peuvent concevoir un système démocratique à la condition où la politique n'est pas un marché. Et donc la politique, dans la pensée néolibérale, est essentiellement vue comme un prestataire de service au service du libre marché. Mais un libre marché qui ne se pense pas sous le domaine de la spécialisation, mais uniquement de la concurrence et de la compétition. Et vous voyez la phrase d'Hayek, qui est l'un des grands penseurs du néolibéralisme: une société de marché n'est viable que si la politique n'est pas un marché. Remarquez aussi pourquoi ils ont peur de la démocratie. Question du collectivisme, du constructivisme et des droits humains. En fait, tous les fondamentaux de Keynes sont rendus des travailleurs sociaux. Ça va pour le son? Alors, je ne vais pas ici vous faire un cours sur le néolibéralisme, ni sur la pensée du néolibéralisme, parce que je crois que vous auriez pu inviter des professeurs d'université qui sont bien plus capables que moi de vous la présenter avec finesse, et puis il nous faudrait presque une journée, une semaine. Okay. Par contre, je vais essayer de vous montrer comment les néolibéraux ont pensé l'appropriation des champs sociaux. Parce qu'on a souvent tendance à croire en fait que le néolibéralisme, c'est moins d'État, mais en fait c'est une erreur. Le néolibéralisme, c'est plus d'État,
et plus d'État répressif, et plus d'État pénal, en particulier à l'égard des personnes les plus vulnérables. Essayez bien retenir, l'utopie néolibérale, c'est pas moins d'État, c'est comment est-ce qu'on s'empare du champ social pour contraindre les individus à se soumettre à une collaboration. Et pour ce faire, je me suis particulièrement inspiré du livre de Loïc Wacan, qui est professeur à Princeton, disciple direct de Pierre Bourdieu, et qui pendant des années a étudié le système carcéral américain. Et il avait sorti dans les années 90 le livre Les prisons de la misère, livre qu'il a réédité en 2015. Et pourquoi est-ce qu'il l'a réédité? Parce qu'il s'est rendu compte en fait que les logiques pénales qu'il étudiait, elles se retrouvaient partout dans la société, et lui propose de voir le néolibéralisme sous 4 formes de logique institutionnelle, et normalement ça va être en tant que praticien du travail social. Alors, Wacan propose de mettre en lumière 3 figures de la pensée néolibérale qui ont vraiment participé à son développement dans le monde entier. Il faut savoir que le néolibéralisme s'est arc-bouté via des think tanks néolibéraux, à savoir le Manhattan Institute, le Adam Smith Foundation, pour faire valoir la diffusion de son idéologie. C'est des think tanks très actifs, très bien financés, qui vont aller proposer aux hommes politiques des recettes pour mettre en place l'idéologie néolibérale. Alors le premier, c'est Charles Murray. Charles Murray, qui a écrit un livre, The Virtue, dont on aura des extraits tout à l'heure, qui pour lui, regardez bien les termes qu'il utilise, c'est quand même très important, et là vous ferez des liens avec la pensée de Spencer, pour qui la réduction de l'état social endiguera la croissance maligne d'une underclasse destructrice. Les termes sont importants, croissance maligne, le cancer. Donc les personnes précaires, les personnes non productives sont un cancer pour le développement de la société. C'est leur point de vue à eux. Et plus je lis, plus je me demande, comme Wacan, comment cette idéologie a pu s'étendre à ce point dans le monde entier en ayant cette base, en fait, qui est une base de racisme savant. C'est une forme de racisme savant, je pense. Le deuxième, Lawrence Mead, qui est professeur de sciences politiques et qui, lui, est partisan de la mutation de l'aide sociale en travail forcé. Et qui sera très très actif sur ce plan-là de les différents think tanks. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Et un autre, William Grantham, qui était responsable de la police Giuliani, et qui a mis en place le fameux politique de la tolérance zéro, qu'on connaît tous désormais, mais qui, avant les années 80, était un terme en fait très peu connu, et qui a proposé en fait un modèle de gestion policière, et qui sera diffusé ensuite de par le monde, sous l'influence en particulier de M. Gandhi. Alors, dans le livre The Virtue, qui a vraiment servi à Ronald Reagan et à Margaret Thatcher pour modifier la société dans le sens néolibéral, voilà les propos que tenaient M. Richard Einstein et M. Charles Murray. Beaucoup de gens ont tendance à penser que les criminels sont des gens qui viennent des mauvais quartiers de la ville. Ils ont raison, en ce sens que c'est dans ces quartiers que résident de manière disproportionnée les gens à basse capacité cognitive. C'est violent quand même. Donc vous travaillez avec des gens, en fait, incompétents, qui ont des carences morales, qui ont un quotient intellectuel plus bas que les autres. Bref, toutes les pathologies sociales qui affligent la société américaine sont remarquablement concentrées au bas de la distribution du quotient intellectuel. L'État doit s'interdire d'intervenir dans la vie sociale pour tenter de réduire des inégalités fondées en nature. Moi, je dis toujours à mes étudiants, attention, quand on vous parle de la nature de l'homme, méfiez-vous. Hein, la nature de la femme, la nature de l'homme noir. On sait que souvent, on fait des catégorisations comme ça, ce que c'est. Hein, Spinoza disait que l'homme n'étant rien de définissable, le par nature. L'État doit s'interdire d'intervenir dans la vie sociale, sous peine d'aggraver les maux qu'il tente de soulager en perpétuant les perversions de l'État égalitarien paru avec la Révolution française. Et donc ça a été le point de départ de la mutation de l'ensemble du champ social, et il faut savoir que l'Angleterre sert souvent de base
pour les néolibéraux afin de développer son idéologie et puis qu'elle est diffusée dans l'ensemble de l'Europe continentale. Vous pouvez voir l'état de l'Angleterre actuellement et vous verrez ce qu'est la résultante du néolibéralisme. L'Angleterre, c'est plus un état. On est en train de se casser. Donc ça ne marche pas. Mais ce qui est très important en fait, et qui a fait muter l'ensemble de la sphère sociale, c'est que tout à coup, le QI devient l'élément explicatif des causes de la pauvreté, de la criminalité, etc. Et donc c'est ce qu'on a appelé en fait la psychologisation du travail social. Comment tout à coup, ce qui était avant considéré comme la résultante de problèmes sociaux, vous habitez dans un quartier précaire, et donc peut-être que c'est parce que vous habitez dans ce quartier précaire que vous avez du mal à vous émanciper, vos parents ne savent pas lire et écrire, peut-être est-ce là le fait aussi que vous n'arrivez pas à vous... parce que vous n'arrivez pas à suivre le même enseignement que les autres, et donc comment est-ce qu'on repense le fonctionnement de l'enseignement au lieu de culpabiliser les parents. Mais c'est vraiment une étape importante, parce qu'elle a fait muter le travail vers toutes les logiques de psychologisation et les logiques de comportementalisme qui sont très importantes dans ce sens, parce que les néolibéraux se sont servis de la pensée de Skinner, hein, tout le monde a vu le rat qui agite, vous avez tous vu ça normalement dans vos études de travailleurs sociaux, le rat qui pousse sur le bouton et qui apprend en poussant sur le bouton, il a des fromages. Et donc, il y a vraiment une mutation de la pensée du travail social sous ce champ. Donc si tu es pauvre, c'est de ta faute, et il faut travailler sur tes comportements, pas sur les causes sociales. Et donc, nous pouvons nous justifier en tant que travailleurs sociaux lorsqu'on montre, qu'on normalise, qu'on réadapte les personnes à se soumettre à l'économie de marché, dans la logique de l'idée. Une autre figure du néolibéralisme, Lawrence Mill, qui était invité par Steve Hilton, grand stratège de David Cameron. Voilà ce qu'il disait. Il dit, si l'on veut faire des réformes sérieuses, il faut mettre fin à cette mentalité d'assister. Le travail doit devenir une condition préalable pour percevoir de l'aide sociale. Et ces propos ont fait bouche, même les handicapés désormais doivent être activés. Et donc je ne peux me voir que comme une personne qui a de la valeur à partir du moment où je travaille. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le travail n'est pas une valeur fondamentale. Mais moi je suis un droit de l'homiste. Et donc je me pose aussi la question de la valeur de l'homme en tant qu'être humain. Et comment est-ce que je peux donner une considération à des gens qui ne travaillent pas? Est-ce qu'un handicapé est inutile? Et est-ce que les handicapés ici en Suisse ont la possibilité réellement de travailler et de faire sens avec la société? C'est quelque chose que j'ai découvert moi, dans une des écoles d'éducateurs, c'est que les personnes trisomiques, elles savent travailler en fait. Il suffit qu'on leur laisse la place pour pouvoir le faire, et c'est elles qui font l'accueil et la sandwicherie. Mais la plupart du monde, il est fermé à ça. On ne les empêche pas. Par contre, on va leur demander de trouver qu'ils essayent quand même de s'adapter, alors que les possibilités, elles sont somme toute assez réduites pour ces personnes-là, de pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. Alors voilà ce que ça donne. Je sais qu'en Suisse, les personnes sont soumises à la même chose. C'est des vraies affiches. Voilà ce qui était mis sur le département français. Le bénévolat pour sortir du RSA, l'équivalent de l'aide sociale, c'est ça. La sociale. C'est ça qu'on dit en Suisse. Le bénévolat pour sortir du RSA avec le département. Moi, j'y crois. Alors en Belgique, du côté flamand, parce que la Flandre a une vraie tendance néolibérale chez nous, la Wallonie a bloqué ça, en disant nous, on ne fait pas ça. Donc on est encore un peu protégé de ça pour le moment. Désormais, les chômeurs, à partir de janvier 2023, vont avoir, et moi j'attire votre attention sur les termes, des travaux d'intérêt général. En général, en Belgique, quand on donnait un travail d'intérêt général, c'est à quelqu'un qui avait commis un délit. Donc regardez les termes qui sont utilisés pour définir une personne au chômage. Un travail d'intérêt général. Payé 1,32 € l'heure. Sur le chômage en plus. Et puis je me suis allé regarder, mais quel type de travaux est-ce qu'on leur proposait de faire? Balayeur de rue, gardien d'école. Et donc qu'est-ce qu'on a introduit aussi dans le champ du domaine du travail? On a introduit une concurrence entre les travailleurs précaires.
Okay, un balayeur de rue, je ne sais pas, il y a peut-être 1800 € en Belgique. Hein. En Belgique, avec 1800 €, on peut vivre dignement. Okay. Et là, tout à coup, vous avez un travailleur qui coûte 1300. Il a mis en concurrence. Et le respect qu'on a aussi de ce travail, parce que s'il n'y avait pas de balayeur de rue, les rues seraient vraiment dégueulasses. Okay. N'oubliez pas que la deuxième personne la plus importante dans un bloc opératoire, c'est la dame qui nettoie. Sinon, vous allez mourir. Okay. Il y a des choses qu'on oublie aussi, comme ça. Et donc, tous des travaux qui n'ont pas beaucoup de valeur. Oui. Il n'y a pas de nature. On va se servir des personnes en état de précarité qui sont au chômage afin de créer de la compétition et de la concurrence sur le marché de l'emploi. Pour parler en termes néolibéraux. Je viendrai avec les maximes du néolibéralisme, mais c'est une bonne question. Et donc, c'est même pas une question d'intention positive. Le but, c'est pas ça pour les néolibéraux. Le but, c'est de renforcer la compétition et la concurrence des individus en se servant des personnes les plus précarisées afin de permettre le développement du libre marché. Okay. Je vous ai fait la différence entre libéralisme classique et néolibéralisme. Okay. Dans le libéralisme politique, il y a des choses très réjouissantes. Dans le néolibéralisme, je commence vraiment. En tout cas, de mon point de vue de travailleur social. Alors, Brinton, bon, après, je pourrais à chaque fois développer, hein, ça va. Ça, moi, je peux le faire en 4 heures. Quoi. On aurait le temps de découper, vraiment, de voir et de. Ça va. Donc là, je vous le fais vraiment à la va-vite. Donc vous m'excuserez s'il n'y a pas beaucoup de finesse, et si vraiment je prends des éléments, c'est choquant, mais c'est aussi pour vous donner des éléments de réflexion. Et puis après, c'est à vous de faire votre chemin. Vous verrez que je vous ai renseigné des livres, donc si jamais l'idée ou l'envie vous vient, suite à cet exposé, de connaître un peu plus finement le néolibéralisme, je vous ai renseigné différents ouvrages que vous pouvez lire pour aller plus loin dans le pouvoir. Alors, Brinton, sous Giuliani, je ne sais pas si vous saviez, mais dans les années 80, il y avait beaucoup de SDF qui nettoyaient les pare-brises à New York. Et ça, c'était le symbole pour Brinton de la déchéance américaine. C'est la classe inférieure. Et donc, ce qu'il fallait absolument, c'était chasser toute la visibilité de la pauvreté au sein de sa ville. Et lui a mis en place une politique d'harcèlement de la petite criminalité. Moi, quand j'étais travailleur social de rue, ce type de logiques sont arrivées et on a créé des règlements anti-mendicité à Liège. Et donc les sans-abri ne pouvaient faire la manche que dans certains endroits de la ville, certains jours. Forcément, ils pouvaient faire la manche les lundis au centre-ville. Pourquoi? Les magasins sont fermés. Le samedi, il devait aller à Sclessin, qui est une petite ville attenante à celle de Liège, assez pauvre, où de toute façon, il n'y a personne. Et puis imaginez tous les sans-abri de la ville de Liège qui débarquent dans cette petite ville pour faire la manche, on aurait créé. Mais ça a été. Alors, c'est une politique socialiste, hein, normalement, à Liège. Donc, c'est vous montrer aussi que la matrice néolibérale, elle a fini par être diffusée à ce point que des personnalités politiques qui, normalement, devraient se dire contre ces logiques, ont été emparées aussi de ces logiques. Et moi, je pense que c'est vraiment la structure de la société qui, désormais, se pense avec ces matrices du néolibéralisme. Et que nous, travailleurs sociaux, tout doucement, avons des habitus qui nous conduisent à nous penser au regard de ces logiques. Alors, Brinton propose de transformer ces commissariats en centre de profit. Et comment est-ce qu'il fait? Il renvoie tous les vieux commissaires. Parce que les vieux commissaires connaissaient les familles précaires. Ils pouvaient dire à leur agent, écoute, celui-là, il a fait un petit graffiti, on va peut-être aller trouver le père et essayer de le raisonner. On ne va pas tout de suite rentrer dans des logiques pénales. Et ça ne convient pas pour Brinton. Et donc il renvoie tous ces vieux commissaires qui donnaient un peu une dimension politique à l'exercice de leur métier. Il met des petits jeunes et il leur dit, moi je veux une seule chose, c'est que tu me ramènes des chiffres. Montre-moi que tu sais maximiser les chiffres de la criminalité, et donc je veux X arrestations par jour. Je refais un petit lien avec ce qui se passe à Liège. Eh bien, M. Devilliers, le bourgmestre, avait été jusqu'à créer une brigade en civil, donc des policiers en civil, qui vérifiaient que les sans-abri faisaient bien la manche dans la bonne rue, le bon jour. Ce
qui rendait malade les policiers et les policiers spirituels. Ils disaient, moi j'ai autre chose à foutre de ma vie. Mais ils avaient des chiffres à maximiser. Et donc, parfois, ils étaient en embuscade dans un coin de rue, vous avez la rue où c'est permis, la rue où c'est pas permis. Ah, ici, la madame là, on le prend, on l'arrête. 12 heures d'arrestation administrative. J'ai pas mal de connaissances sans-abri qui ont passé, au final, 3-4 mois d'incarcération sans avoir été condamnés parce qu'ils se faisaient arrêter tous les jours 12 heures. C'est ça aussi, ok. Et puis après, plein d'autres types de règlements. Si tu bois en rue et que tu es SDF, tu as une amende. Alors c'est toujours en plus les plus vulnérables qui payent cher le prix. Parce que ceux qui sont un peu fins, ils faisaient comme à l'américaine. Ils mettaient l'alcool dans une bouteille de jus d'orange, et puis la bouteille de jus d'orange, je pourrais leur dire. Les autres, qui étaient un peu moins fins, j'ai des gens qui étaient signés. Vous voyez ce que c'est qu'une personne débile? Ça existe, c'est comme ça qu'on dit, c'est dans la loi chez nous. Hein. Débile, c'est que ça va un QI inférieur à 80. 3 000 € d'amende à payer. Donc en francs suisses, ça ferait peut-être 10 000 francs suisses, je ne sais pas. Okay. À payer, parce que vous avez fait des en rue, avec des réflexions au sein de la sociale, pour se dire comment est-ce qu'on va lui prélever directement sur ses revenus pour le responsabiliser. Donc ça peut aller jusque-là. Mais on est aussi encouragé et entraîné à se penser dans ces maximes actuellement, qui sont largement diffusées par les logiques néolibérales. Et donc, une dépolitisation du fonctionnement de la police, je vous l'ai expliqué, hein, il y a des nouveaux commissaires qui ne sont évaluables et qu'on dirait qui ne font bien leur travail, qu'à partir du moment où ils maximisent le chiffre qui leur a été prescrit. Faites le lien à ce qui se passe dans les services sociaux actuellement. Là, moi, j'ai regardé quelques reportages sur la Suisse, entre l'AI, le chômage et la sociale, okay, où chacun est indépendant, on doit maximiser les indicateurs, mais on y reviendra. Faites le lien, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé un peu partout dans la Suisse. Regardez ce qu'il disait, hein, je suis prêt à comparer mon staff de direction à celui de n'importe quelle entreprise de la liste des fortunes 500. Donc c'est vraiment l'introduction de la pensée managériale dans les logiques de prise en compte, ici, de la criminalité. C'est lui aussi qui a créé les bacs en France. Les bacs, d'abord à New York, mais qui ont été diffusés partout dans le monde. Avant, en France, dans les ghettos, il y avait des agents de quartier qui connaissaient la famille, qui pouvaient avoir un rôle politique, quelque part dans le quartier, avec une connaissance fine des individus, etc. Et puis on a enlevé ces personnes-là, et on a mis des brigades de répression de la petite criminalité, qui ne visent qu'à faire du flagrant délit, et qui vont arrêter les petits jeunes qui ont 5 grammes de chips sur eux, qui font des petits dits. Et ce qui, bien souvent, ne permet pas de remonter jusqu'aux gros poissons qui, eux, diffusent de manière très large la drogue. Okay. Et donc, tout doucement, une ultra-bureaucratisation que peut avoir le policier dans son rapport à ce qu'il fait. Okay. Et donc, tout doucement, il y a aussi une inversion radicale de la cause de la pauvreté. Si tu es SDF et que tu nettoies des pare-brises, prends-toi en charge. Travaille sur tes comportements afin de ne plus avoir nettoyé des pare-brises et de ne plus être SDF. Okay. Et donc l'État est là pour punir et surveiller. On va faire le livre de Michel Foucault, surveiller et punir. Et voilà en fait les 4 logiques du néolibéralisme que Lacan propose. Alors à chaque fois, elles sont implémentées de manière différente en fonction de la culture des pays où elles le sont. Mais ce qui interroge Lacan et ce qu'il trouve de fou, c'est que son livre a été publié dans plus de 33 langues et qu'il a invité partout dans le monde. Et en fait, ces logiques institutionnelles, vous les retrouvez dans la plupart des pays du monde. Mais il n'a juste pas étudié la Chine. Au Japon, en Amérique du Sud, en Europe continentale, en Afrique. Et elles sont vraiment diffusées par des opérateurs transnationaux, des think tanks, qui essayent de faire valoir leur idéologie politique. Ce qui, dans le fond, dans la logique, enfin dans la vie politique, est normal. Greenpeace est un think tank aussi. Sauf que ces think tanks-là sont très bien financés et franchement, ils bossent super bien. C'est quelque chose qu'on doit leur reconnaître. Ils ont vraiment bien travaillé la possibilité de diffuser leur idéologie et que ça marche parce qu'elle est présente désormais partout. Et donc moi je crois qu'un des enjeux pour le travail social,
c'est de proposer des contre-modèles radicalement différents de ceux-là pour pouvoir justifier de ce que l'on fait en tant que travailleur social. C'est un peu ce que j'ai fait dans mes recherches et j'essaierai de partager ça avec vous à la fin pour essayer de vous donner aussi des notes d'espoir. Donc, on marchandise la société. Comment est-ce qu'on fait? On va flexibiliser le marché du travail, donc déconstruire le plus possible tous les droits des travailleurs. J'attire votre attention. Désormais, en Angleterre, il existe des contrats de travail 0 heure. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc vous allez, vous signez votre contrat de travail 0 heure, vous êtes vendeur dans un magasin de vêtements, et bien l'entreprise ne vous appellera qu'au moment où elle a besoin de vous, le jour où elle a besoin de vous. Mais vous avez signé un contrat de travail. Donc si vous refusez d'y aller, vous êtes renvoyé. Et donc, tout à coup, on fait du travailleur un être corvéable aux dynamiques de l'économie de marché. Je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais en Belgique maintenant, on propose parfois aux femmes d'ouvrage d'aller travailler, mais c'est 1 heure, 2 heures, tous les soirs, entre 17h et 19h, pour aller nettoyer un bureau. Mais il y a 1 heure de route. Vous faites 1 heure de route, vous travaillez 2 heures, vous rentrez 1 heure de route, ça vous fait 4 heures. C'est justement le moment où vous avez 3 enfants à la maison. Pourquoi vous ne voulez pas travailler? Vous ne voulez pas vous réinsérer? Vous ne correspondez pas aux objectifs que vous avez signés? Okay. J'ai lu qu'en Suisse, ils avaient été jusqu'à créer le McDonald's des soins à domicile, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un peu l'ubérisation. Ah, j'ai besoin de quelqu'un, je clique, elle vient, elle presse son heure, et puis je m'en vais. Mais si le lendemain, je n'ai pas besoin. De toute façon, elle n'a pas de contrat de travail, elle sera payée à la prestation. Okay. Alors souvent, on se dit, bah oui, mais ça concerne que les emplois précaires, les gens dans la précarité, etc. Attention que ce type de logique, après, contamine l'ensemble du champ et finit par arriver partout. Et donc peut-être qu'un jour, il y aura des assistants sociaux qui auront des contrats de travail 0 heure. Si on n'est pas vigilant à ça, c'est pas vrai. Dans la logique néolibérale, ça n'arrêtera jamais, parce que eux croient que c'est la possibilité pour la société de se réaliser par nature. Et ensuite, une privatisation des services publics. Ils vont vraiment essayer de contraindre la plupart des services publics à se privatiser. Et quand ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait des partenariats public-privé. Et c'est pas innocent. Si vous ne donnez pas les moyens à l'hôpital, par exemple, de se développer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez trouver une grosse fortune et vous lui dites, bah, est-ce que vous ne voulez pas investir dans un hôpital? Mais qu'est-ce qu'il va dire, le détenteur de la fortune? Il va dire, moi je veux bien investir, mais il faut un rendement de mon capital. Il me faut 10% de rendement. Sur quoi est-ce que vous ferez les 10% si vous êtes gestionnaire de l'hôpital? Sur les infirmières, par exemple. Une infirmière, il faut 2 minutes pour piquer. Là, on va organiser les gens qui travaillent avec des infirmières, où on considérera que l'acte de soin n'est plus qu'un acte technique performant. Ce qu'on fait aussi aux travailleurs sociaux. Pour faire un entretien, il faut 1 quart d'heure. Désormais en Belgique, on ne parle plus d'unité de soins, mais d'unité de production. Okay. Mais ça détruit tout sens de l'éthique publique et ça détruit les professions. C'est pas pour rien que dans le milieu médical, les personnes sont en burn-out. Et ça touche jusqu'aux chirurgiens. Hein. Et les chirurgiens en Belgique, c'est 72 heures de garde. Alors je vous invite à faire un accident quand c'est le début de sa garde par la fin. Et tout le système a flux tendu. Et le Covid a mis ça en lumière à un moment donné. Hein. Tout le système a flux tendu, il arrive quelque chose, et c'est le système qui tombe partout. Donc, 2 notions. 1, on flexibilise le marché du travail, mais vraiment très fort. Et c'est pas une flexi-sécurité, hein. C'est une flexibilisation sans sécurité, parce qu'il ne faut pas entretenir les données de sécurité aux gens. Pas dans l'idéologie de l'idée. Ensuite, le trope culturel de la responsabilité individuelle, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de la Chambre d'Oreille. Si tu es pauvre, c'est que tu as des troubles mentaux, moraux, et donc il faut te réadapter, te faire en sorte que tes comportements se conforment à la possibilité de montrer que tu te soumets à l'économie. Et donc, les comportements, tout à coup, priment sur les droits. La mise sous tutelle disciplinaire par le biais du workfare, eh bien, nous avons flexibiliser complètement le marché du travail et les aides sociales vont servir de moyen de contrainte pour que les gens s'adaptent à l'économie de marché. Et puis un État pénal activiste
Et Wacan est toujours assez surpris quand il étudie ça, c'est qu'on se rend compte que depuis les années 70, en fait, là où on croyait que les prisons allaient être la fin, que ça allait être la fin des prisons, des gens comme Foucault, etc., disaient, mais ça y est, les gens ont compris, la prison, ça ne sert pas à rien. Ça ne marche pas. Eh bien, il y a une augmentation dans le monde entier des personnes incarcérées, partout. Mais aussi une logique pénale, l'utilisation des mots dans le travail social. Sanction, peine, preuve. Donc il y a vraiment une contamination dans l'ensemble du champ social des logiques pénales, dans lesquelles de plus en plus on nous demande en plus, en tant que travailleurs sociaux, de participer, en fonction des endroits où vous travaillez. Et donc, quand on dit, ce qu'on a appelé l'état social actif, en fait, c'est la forme éducative politique, et lui dit, il faut appeler un chat, et lui propose d'appeler ces états-là des états punitifs actifs. Et donc, pour lui, dans la logique néolibérale, les politiques sociales et pénales sont interdépendantes et constituent le socle du système répressif organisé, et ça, c'est très important. Le néolibéralisme, c'est pas moins d'État, c'est une mutation de l'aide sociale vers le contrôle social et la soumission des individus et le contrôle de tout et de tous. Alors c'est aussi une idéologie qui se renforce d'elle-même, donc ça marche bien en fait. Une fois que vous l'implémentez, c'est quelque chose qui va s'auto-justifier. On diminue les aides sociales, on insécurise le marché du travail, etc. Donc on insécurise les individus, monter de la criminalité, on crée des nouveaux délits aussi. Et donc monter de la criminalité. Monter de la criminalité, il y a les politiques qui disent regardez nos chiffres, il faut encore plus d'état pénal. Les gens en demandent, jouer sur les peurs, la sécurité, etc. Et puis vous avez toute l'idée de la preuve par la statistique. Regardez statistiquement, la criminalité augmente. Et donc il faut impérativement encore plus de mesures pénales. Toujours plus. Okay, donc c'est une idéologie qui se renforce d'elle-même, qui marche très bien. Alors ça, je vous l'ai mis pour information, mais je n'en parlerai pas ici. Et c'est un peu la différence qu'on fait avec des sociologues sur le moteur, les origines et déclencheurs des véhicules cibles et les couleurs politiques de la nouvelle société, mais j'en parlerai pas parce que sinon je ne vois pas de temps. Où est-ce qu'il me reste de temps? Ok, parfait. Donc là, je vous ai mis quelques livres si vous voulez aller plus loin. Psychologie politique de Piaget. La tyrannie du mérite de Michael Sandel, qui est professeur à Harvard. Je vous invite vraiment à lire, c'est vraiment un livre très éclairant. Qu'avant nous fait du bien commun. Le choix de la guerre civile, une autre histoire du néolibéralisme et la nouvelle raison du monde. Ça, c'est vraiment des livres qui vous permettront, si vous voulez, d'aller plus loin dans la compréhension de ce phénomène. Alors, comment est-ce que les néolibéraux vont ensuite contraindre, en fait, les travailleurs sociaux à mettre en place ce type de mesures? Eh bien, ils se sont inspirés du néo-management, qui pour moi est le cadre de la réalisation de l'efficience. Et je vais, pour ce faire, me baser sur ce livre qui a été réalisé par Florence Roucherkin et Patrick Le Gallès, qui sont des sociologues politiques, professeurs émérites, tous les deux, et ils ont fait l'analyse en fait des politiques qui ont été mises en place par Tony Blair, le fameux courant de la troisième voie. Et je trouve ce livre très éclairant parce que justement ils ont pu faire une évaluation des politiques qui ont été menées à très court. Et c'est vraiment pas un livre qui est dans le jugement, c'est un livre très fin où ils mettent en lumière comment en fait Blair a fait muter la société en société de soumission des individus à l'économie de marché. Et c'est quelque chose qu'ils assument. Blair a assumé tout à fait clairement. Alors normalement, quand je fais cet exposé, je parle de Thatcher, parce que ça a commencé par Thatcher, ok. Et puis après Blair, là, vu le temps restreint que j'avais, mais qui est déjà un grand super, d'ailleurs je remercie qui sont allés nous permettre de penser, parce que j'aurais dû faire ça en 20 minutes avant qu'on puisse penser. Et donc je trouve ça, merci beaucoup. Donc, Blair de 97 à 2007, je vais peut-être passer vite sur certaines dias pour aussi avoir le temps après de parler de ma proposition alternative. Donc Blair va poursuivre la vision néolibérale de Thatcher. Il faut savoir que Thatcher avait mis en place ce que Blair a mis, mais elle avait uniquement demandé aux travailleurs sociaux de penser leur action sur le rapport coût-efficacité. Parce que Blair va introduire d'autres principes, mais qui ne vont pas moins coincer les travailleurs sociaux, et je vais vous montrer par la suite ce que c'est.
Donc pour Blair, l'État doit être un régulateur du marché, et toujours priorité au capital, et le social est vu comme une variable d'ajustement. Je ne connais pas les codes de déontologie en Suisse, mais dans le code de déontologie belge, c'est l'article 3.4, on se revendique, ou en tout cas on revendique le fait que normalement, la politique économique doit être au service du développement social, et non l'inverse. C'est quelque chose qu'on a affirmé, nous, dans notre code de déontologie. Je ne sais pas en Suisse si c'est inscrit en ce sens. Et donc, si vous devez penser votre code de déontologie, piste, peut-être. Et donc, il faut savoir que pour les élites néo-travaillistes, donc la politique de la troisième voie, la sphère du social est trop complexe. Ils ne comprennent pas. Nous, on parle de relations de confiance, on parle de débat éthique, de l'importance de l'accueil. C'est quelque chose que vous savez très bien pratiquer en Suisse, d'ailleurs. Et comment est-ce qu'on fait pour justifier une relation de confiance sous des statistiques mathématiques? Comment est-ce qu'on traduit en indicateur une relation de confiance? Il vous a souri? Compliqué, mais donc pour eux, ça c'est pas prescriptible. On ne comprend pas ça. Il faut aussi permettre une objectivation des politiques publiques. On paye pour quelque chose, on veut voir que ça marche, de manière économique. Et donc tout doucement, ce qui était le fait d'une assurance, par exemple le chômage, devient un moyen de remise au travail des personnes. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ceux qui savent, c'est que nous, la sphère du social, on est malléable et on obéit aux injonctions du maître du moment. Pourquoi? Parce que qui nous subsidie? L'État. Si l'État nous dit, ben nous on veut que tu prouves l'efficience de ton travail, on va faire des objectifs pour t'abonner, sinon on ne te subsidie plus, plus de champ. Et donc ça, ils le savent. Et ils y ont vu une réelle opportunité de faire muter tout le champ social. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que la société, que le travail social mute? Dans les logiques libérales, ben on va établir des procédures chiffrées avec des objectifs prévus, découpés en divers indicateurs. Il y avait parfois, dans la logique de Blair, plus de 100 indicateurs pour un objectif. Donc, tout votre travail était découpé en différents objectifs, etc. J'ai vu un discours à l'Université de Genève, ici, je vais montrer un extrait, tant pis je le où j'ai appris qu'en Suisse, à l'IA, c'est ça, les gens ont des objectifs chaque mois à réaliser, et s'ils n'ont pas l'objectif, ils n'ont pas 225 francs en plus. Et donc comment est-ce qu'on calcule cette relation? Par des objectifs qui ne nous permettent plus en fait de faire du travail social. En tout cas, plus difficilement. Et donc l'action du gouvernement de Blair, elle va se catégoriser sous 6 points. 1, on crée des indicateurs de bonne gestion, alors au-delà de l'efficience économique. Ça, c'est le truc en plus qu'il a amené par rapport à Thatcher. 2, les indicateurs vont répondre à des stimulations, récompenses, sanctions. Et ça, c'est vraiment central dans le processus. Ce qui a permis à Blair de fermer les hôpitaux là où Thatcher n'avait pas pu le faire, c'est ce système de récompense-sanction. Ces grilles d'évaluation, qui ne sont pas des grilles d'évaluation, mais ces grilles de performance, qui vont être intégrées par la société au point que certaines églises se sont mis à faire des objectifs pour savoir comment maximiser la quête. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien partager avec vous. C'est que quand on a en permanence l'habitude de penser son travail dans des logiques d'objectifs, d'indicateurs, de respect des procédures, ne croyez pas qu'à la maison, on ne rentre pas avec ces logiques-là. Et de plus en plus, on va coacher les enfants. On va avoir un coach de vie, pour être plus compétent, etc. etc. Donc c'est pas neutre, et ça se diffuse pas à pas, mais après c'est l'ensemble de la société qui se met à penser dans sa réalité. Donc il faut aussi concevoir d'autres formes de réalité pour pouvoir faire exister d'autres choses. Les partenariats publics-privés vont être renforcés, renforcement de la priorité des indicateurs, vous ne pouvez justifier ce que vous faites que sur base des indicateurs qui vous ont été donnés, la question du sens, on s'en fout. La question de tous les gens qui sont entre l'AI, le chômage et la sociale et qui n'existent plus statistiquement, on s'en fout. Centralisation forte du pouvoir qui initiera les réformes,
et les réformes sont inspirées par des groupes d'experts venus de lobbies très opposés au développement du champ social. Donc voilà comment Blair va organiser sa politique. Normalement, ça doit faire écho. En général, il suffit d'expliquer ce qu'il a fait et chacun voit au regard de son pays comment ça s'est mis en place. En Belgique, on était un peu en retard et maintenant, on est en train d'arriver avec une force. Alors qu'on sait que ça ne marche pas. Et justement, quand je regardais la vidéo à l'Université de Genève, ça ne marche pas. Et j'ai l'impression qu'à Genève, ils sont en train d'essayer de faire buter la réforme sur le social, c'est possible, en essayant justement d'enlever tous ces objectifs et de permettre la construction d'une relation d'aide avec les individus. Maintenant, bien sûr, à la mesure des possibilités qu'ils ont, il y a des champs de force politiques auxquels ils sont prêts. Et donc j'imagine que dans 20 ans, on se rendra compte qu'en Belgique, ça ne marche pas. J'espère. Et donc, comment est-ce que Blair va organiser sa politique? Il va créer au sein de son cabinet un groupe de travail qui va viser à mettre sous pression les autres cabinets ministériels. Donc, on va implémenter les objectifs créés par les lobbies dans ces différents ministères, et on va dire aux différents ministères, vous serez garant de la réalisation des objectifs qu'on implémente. Donc les différents ministères, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer les responsables des administrations. D'ailleurs, il y a eu une mutation du nombre de responsables des administrations en Belgique. Avant, par exemple, dans les communes, vous voyez ce que c'est une commune? On appelle ça ici. Il y avait le receveur communal. Et donc, il y avait une dimension politique en fait, dans sa fonction. Désormais, on l'appelle le directeur financier. On pense avec des mots. Tout ça n'est pas neutre. Alors, moi, j'ai connu un peu les deux, mais les jeunes qui arrivent maintenant dans le champ de la société, le directeur financier, c'est le directeur financier, ils ne connaissent plus le nom de receveur communal. Et donc tout ça n'est pas neutre. Et donc chaque administration va s'engager sur un plan fixant des objectifs et des indicateurs de performance. Et donc le directeur sera bien vu, aura bien fait son travail à partir du moment où il aura fait en sorte que les personnes maximisent les objectifs et les indicateurs qu'il aura fait. Mais en fait, c'est l'installation d'une hyper-bureaucratie partout, mais pas une bureaucratie de type codérien, où la question de l'éthique, politique, du respect de la procédure était importante, mais une bureaucratie marchande. Alors, plus je lis, je n'aurai pas le temps de rentrer avec ça avec vous, mais les origines de ce type de management, en fait, elles ont été mises en place par Richard Horn, qui était un SS allemand, lors de la prise en charge des nouveaux territoires. Le management par objectif a été inventé par des nazis. C'est pas parce qu'on fait du management par objectif qu'on est nazi. Okay. Mais dites-vous quand même que ça vient de là. Le terme ressources humaines, c'est les nazis qui l'ont inventé. Il y a quand même quelque chose de dingue de voir les gens comme des ressources. Voilà, je pose question. Et je ne dis pas que ceux qui sont responsables des ressources humaines sont nazis. Mais quand même. Non, mais pas quand même, ils sont nazis. Alors regardez, ça vous fait marrer parce que ce terme, il est devenu commun. C'est devenu quelque chose de banal. Et il faut reconnaître aux nazis qu'ils n'étaient pas des gens bêtes. Et eux, on a pensé une forme de management qui performait encore plus que la bureaucratie governienne. Parce que, en fait, c'est quoi ce type de management? Et là, je vous ai mis le livre de Johann Chapoutot, qui est un grand historien du nazisme qu'il faut lire. Ou écouter, parce qu'il y a des vidéos sur YouTube. C'est magistral, pour quelqu'un qui a fouillé ce thème. Et en fait, la très grande force, c'est de vous dire, mais vous êtes libre, je vais vous donner de la liberté. Vous êtes libre de maximiser les objectifs que j'ai définis. À vous de la mettre en place. Eichmann, c'est ce qu'il a fait quand il a envoyé les trains. Il avait la liberté de pouvoir optimiser l'envoi des trains. Et ici est attelé de manière remarquable d'ailleurs. Je comprends. Voilà. Et donc, Johann Chapoutot dit, vous êtes libre, mais vous êtes libre d'obéir dans le management par objectif. Et moi, je pense que c'est ce qui pousse beaucoup de travailleurs sociaux à un moment donné aussi dans le burn-out. Parce que nous, normalement, ce qu'on nous apprend dans les écoles sociales, c'est à être les agissants de la justice sociale, et pas à obéir à des procédures qui visent souvent à déconstruire le droit et la possibilité pour les personnes de se réaliser dans la société. Donc le gouvernement peut récompenser ou sanctionner les gestionnaires de l'administration. Partout, on va faire des listes de classement des organisations, les écoles, les hôpitaux, etc.
Et une fois que le système de classement est intégré comme référence par les utilisateurs et les professionnels, il devient un outil de légitimation à l'élimination des structures qui sont mal notées. Et en fait, c'est comme ça que Blair a pu faire fermer plus de 60 hôpitaux, là où Thatcher n'avait jamais réussi. Parce qu'à un moment donné, ça a intégré par les clients, moi j'appelle en droit, des organisations, et une fois que ça a intégré, on trouve normal que l'hôpital y fasse, parce qu'en effet, son classement n'est pas bon. Okay. Dans les procédures d'activation, à laquelle la plupart du temps on nous demande de faire en sorte que les personnes s'adaptent, 80% des personnes y arrivent, c'est normal que 20% soient libres. Alors ça pose quand même des questions si on prend l'éthique des droits humains. Combien de temps il reste ? Et donc le gouvernement Blair, lui, se targuait en fait d'avoir créé un e-government. Et moi, la numérisation de la société, personnellement, elle ne me fait pas toujours peur, mais elle me fait très peur parce que je me dis que si jamais c'était implémenté dans les logiques néolibérales et néo-management, alors c'est Marx qui disait déjà ça, mais tout ce qui peut être calculé, à un moment donné, peut être remplacé par une machine. Ok ? Donc méfiez-vous, c'est en danger. Voilà. Bientôt, le processus d'activation pourra être fait par un algorithme. Tout le temps. Ah. S'il suffit de répondre à des objectifs et des indicateurs, une machine peut très bien, à un moment donné, implémenter ça. Et donc, c'est une notion qui vient en fait des softwares de gestion utilisés dans l'entreprise afin de connaître la position précise de chaque unité en temps. À l'hôpital, en plus, dans les entrepôts, etc. Et donc, système bureaucratique, dont je vous ai expliqué, dans la particularité, est en fait, non pas de me dire tu vas obéir à la procédure, tu es libre de maximiser la procédure qu'on t'a donnée. Et donc, on s'en rend pas compte. Parce qu'on a ce sentiment de liberté jusqu'au moment donné, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas de liberté dans le système. Que c'est un jeu de dupes. Et cette révolution bureaucratique, sous Blair, elle va se faire sous deux axes. Un, on donne plus de liberté aux gestionnaires des administrations publiques. Et donc, on dit qu'on décentralise le pouvoir de l'État, ce qui, ma foi, n'est pas une mauvaise idée. Et ça, j'ai regardé. Par après, si on la conçoit sous une forme différente. Deux, les institutions d'État vont se justifier de leur efficience au regard d'indicateurs de performance, d'objectifs déterminés par des cabinets de consultance indépendants. Et donc, tu as plus de liberté dans ta capacité à pouvoir user ta liberté de mieux faire ce qu'on t'a demandé de faire. Donc c'est un drôle rapport en fait, à la question de la liberté. Et l'air de rien, c'est une vision hyper nationaliste du fonctionnement social et on dépolitise complètement la Chine, les organisations. Voici un indicateur de performance qui avait été implémenté dans les hôpitaux. Le temps d'attente aux urgences et pour des rendez-vous, la propreté, le pourcentage de malades dans le transfert vers les hôpitaux a été retardé, le pourcentage du personnel manquant à la satisfaction des clients. À première vue, pas de problème. Sauf que ce type de logique, d'objectif, elle a été implémentée de la même manière partout. Si vous travaillez dans un hôpital où la population, dans un hôpital dans une région très précaire, où la majorité de la population qui vient chez vous a des problèmes d'alcoolisme, il y a des femmes battues, des personnes sans abri. Moi je voyais très bien, quand j'allais avec une personne sans abri dans les hôpitaux, que je faisais une rupture au flux tendu. C'est là, putain, merde, ils arrivent. Ça va me prendre 20 minutes à la place de 2 minutes. Et donc je mettais à mal tout le système de flux tendu qui était. Okay. Mais si c'est le seul indicateur qui fait valoir, eh bien dans les hôpitaux plus précaires, etc., on ne répond plus aux objectifs. On ne sait pas maximiser ça. Et donc qu'est-ce qu'on faisait à la fin? On fermait ces hôpitaux et on donnait les moyens dans des grandes villes, aux hôpitaux. Et donc Blair a amélioré le système de soins de santé, en partie, oui, parce qu'il a réaffecté l'ensemble des moyens vers des gros hôpitaux. Mais il y a eu des déserts médicaux incroyables en Angleterre. Ce qui se passe en France aussi, il y a des gens qui doivent faire 3 heures de route pour aller à la maternité. Okay. Mais ce système-là, il a été aussi appliqué aux écoles.
et est en train d'être implémenté partout. Je ne sais pas en Suisse comment ça fonctionne au niveau des écoles. En Belgique, ils viennent de sortir le pacte d'excellence. Et désormais, on va regarder le taux de réussite par enseignant. On ne va pas questionner le taux d'encadrement. On ne va pas questionner le fait est-ce que c'est un village où la plupart des parents sont avocats, chirurgiens, médecins. Donc là, le taux sera normalement très bon. Ça va se réaliser de soi-même. Mais dans les quartiers précaires. Et qui en portera la responsabilité? L'enseignant. Ça va? Alors, il y a certains États aux États-Unis qui ont été jusqu'à mettre en place une surveillance par algorithme de ces taux de résultats, avec des professeurs qui recevaient un courrier directement, les informant qu'ils étaient renvoyés parce que l'algorithme avait détecté que leur taux de réussite des élèves n'était pas bon. Donc ça peut aller jusque-là. Alors, en fonction de la note obtenue, si vous avez 3 étoiles, vous avez plus d'autonomie pour les gestionnaires et plus de moyens, mais il faut toujours respecter les indicateurs. 2 étoiles, vous n'avez pas plus d'autonomie, mais un peu plus de moyens, et puis les autres, sinon, ils étaient mis sous tutelle. Et à la fin, si jamais ils ne correspondaient toujours pas à justifier leur capacité à maximiser cela, ils étaient tout simplement fermés. Alors Thomas, si tu veux, moi je t'enverrai un PowerPoint, et je vous enverrai, si vous voulez, un PowerPoint beaucoup plus construit, parce que j'en ai un qui fait au moins 200 slides, et à chaque fois, je vous ai mis des petits extraits vidéo. Vous pourrez regarder, à chaque fois, vous verrez que tout ça prend sens dans des réalités sociales partout dans le monde. C'est ça qui est fou. À chaque fois, on regarde la culture du pays, et parfois des rapports de force politique en interne, etc. Alors, moi, je me suis dit que si j'avais pas d'éthique, je pourrais devenir un super néo-manager. En plus, moi, je connais le monde du social. Et donc, je me suis dit, tiens, imaginons demain que je sois nommé afin de réduire le temps d'attente dans la salle du service de la sociale. Ça visera l'efficacité du service et d'augmenter l'efficience du service. Et donc, comment est-ce que je peux vous contraindre à faire plus avec moi? Moi, j'ai plein d'idées pour ça. 1, je vais créer un questionnaire où vous aurez 15 minutes par client. Ok? Point. Mais, comme je suis quelqu'un de finaux, et que le but, c'est de promouvoir la concurrence et la compétition entre vous, il est possible de le faire en 10 minutes. Moi, je peux voir quel AS bosse bien ou pas. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais donner une fiche à l'inscription pour que les clients apportent les documents le jour du rendez-vous. S'ils n'ont pas les documents, retour à la case départ. Ça fluidifie le temps d'attente de la salle d'attente. Ah, vous n'êtes pas arrivé avec les documents venus? Ah ben non, vous n'aurez pas l'assistante sociale. On recommence. Je vais regarder le nombre de dossiers réalisés par AS, et je vais regarder aussi le nombre de refus que vous avez réalisés. Et puis comme je suis quelqu'un qui a une pensée sur le long terme, je me suis dit qu'à moyen terme, on pourrait faire le remplir le dossier par les gens chez eux, via Internet, et qu'en fait, ce sera un algorithme qui lui-même leur fait leur projet de vie. Et moi, je vais renvoyer la moitié d'entre vous sur le moyen terme. Tous ceux qui partiront en pension, je ne remplace pas. Et les autres seront affectés à la surveillance de la réalisation des projets de vie qui auront été créés par l'algorithme. Et là, je suis efficient, efficace. J'aurai une bonne note, une bonne étoile. Pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple-là? C'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais travailleur social. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes prostituées de rue, oui. Mais les prostituées de rue, en général, elles sont dans des dynamiques de consommation énormes. Elles prennent du crack, elles travaillent la nuit, elles se prostituent pour se payer la consommation. Et puis la nuit passe, et qu'est-ce qu'elles font? Elles gardent toujours un petit peu d'argent pour se payer l'hôtel. Et puis elles sont dans des dynamiques de consommation comme ça, parfois pour 2, 3, 4 ans. Mais plus de mutuelle, donc plus d'assurance pour se payer l'hôpital. Donc si jamais il leur arrive quoi que ce soit, elles vont à l'hôpital, elles ressortent super endettées. Et puis des rythmes de vie de fou. Avec toujours la contrainte de je ne peux pas me reposer parce que je dois aller me prostituer, parce qu'il faut avoir de l'argent pour se payer l'hôtel, puis se payer la carte, etc. Puis ça n'en finit jamais. Et donc nous, ce qu'on travaillait beaucoup avec elle à l'époque, c'était comment est-ce qu'on
peut essayer avec toi de faire en sorte que tu récupères une aide sociale, parce qu'en Belgique existe encore la possibilité pour les sans-abri d'avoir un revenu d'insertion sociale de rue. Mais ce qui nous permettait à nous, travailleurs sociaux de rue, de rechercher un logement avec elle et de trouver pour elle un point à terre où elle pourrait aller se reposer de cette dynamique folle et tout doucement retrouver une forme d'équilibre pour peut-être après entamer je ne vais pas dire d'arrêter de consommer parce que franchement ça m'est rarement arrivé, mais de prostituer des trucs. Et un truc, hein, c'est que toutes celles que j'ai connues, elles sont mortes. Ne vous tracassez pas, les pauvres ne coûtent pas cher, ils meurent tôt. Hein, je dis de manière un peu violente, mais moi c'est 30 à 40 personnes par an que je connaissais personnellement qui mouraient dans la rue Liège. La rue c'est violent. Mais à l'époque, j'avais la possibilité, en un mois, on allait à la cellule SDF, et en un mois, la personne était remise en ordre, et nous, on pouvait entamer une recherche de logement, elle avait un petit revenu, ce qui lui permettait déjà d'avoir un peu de sous pour se payer l'hôtel, peut-être de se constituer moins, etc. Donc tout doucement, on pouvait aller vers des processus pour qu'elle puisse vivre un peu plus dignement. Mais parfois, il fallait 2 ans avant que la personne arrive devant le CPS. À la bonne heure. Vous savez, quand vous prostituez toute la nuit en rue, vous n'êtes pas toujours disposé à vous réveiller à 9h du matin, en bain. Donc nous, on lui disait, écoute, on va aller à ton rythme, sache qu'on sera toujours présent. Donc le truc qu'on avait trouvé, c'est dès que tu as la cellule SDF, sauve-nous, et nous on arrive, et on vient avec toi pour mettre en ordre tout ça. Et avant, il était du devoir de la cellule SDF de la soutenir à être en ordre mutuel, à se remettre en ordre par rapport à celle du chômage, etc. Et puis la crise arrive, 2008, ces politiques commencent à arriver de plus en plus fort en Belgique, et tout à coup, on arrive à la cellule SDF, et on reçoit une liste. Ah, tu veux t'inscrire? D'abord, il faut aller chercher tous ces documents-là. Une attestation mutuelle, une attestation qui prouve que tu as fait ta demande au chômage, et même des attestations qui prouvent que tu fréquentes les services. Okay, avec une ville à Namur, par exemple, où demandait aux SDF qui n'allaient pas dans les structures pour sans-abri de prendre des tickets par mètre pour prouver qu'ils étaient bien sur le territoire de la ville de Namur. Tout à coup, je me suis retrouvé de plus en plus dans la possibilité de permettre aux prostituées de rue d'avoir accès à des droits les plus fondamentaux, qui est le revenu minimum en Belgique. C'est vraiment un revenu, j'ai oublié le terme, mais c'est vraiment la dernière des aides que vous pouvez obtenir. Même ça, elle ne pouvait plus l'avoir. Et moi, ça me rendait fou, parce que quand vous êtes travailleur social de rue, une des forces, je trouve, du travail social de rue, c'est que vous voyez les conditions matérielles dans lesquelles vivent les gens. Vous voyez les bagarres, vous voyez la violence, vous les voyez monter dans les camionnettes avec les clients, etc. Donc c'est des choses qui vous restent en tête aussi. Et vous vous dites, mais si moi j'ai plus de possibilités pour lui permettre de sortir de cette vie, comment je fais? Et ça a vraiment été quelque chose de très dur pour moi. Et ça ne s'arrange pas. Et les assistantes sociales maintenant sont tellement sous pression. Moi, j'en veux pas aux travailleurs sociaux qui pensent à chacun, c'est de survivre aussi. C'est imposé. C'est là. Alors, bien retenir, les incidences de ces types de notation, c'est que plus on banalise les classements, plus on légitimise la sanction. Plus je vous conduis à penser votre travail de manière à contrôler, respecter les objectifs, etc., plus je banalise aussi le fait que ceux qui ne respectent pas les objectifs se sentent des sanctions. Normalisation des sanctions de nos attributeurs de droit, je pense qu'on en a assez parlé. On va avoir une hyper-centralisation des moyens. Et pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on dénature le rapport au droit de l'organisation. Je vous ai pris l'exemple de l'hôpital, quand on ne parle plus d'unité de soins, mais d'unité de production, où est le rapport au droit de l'hôpital de permettre à tous d'avoir la possibilité d'être soignés. Ça n'existe plus. Et donc, comment est-ce que nous, travailleurs sociaux, on peut se ressaisir de notre éthique pour penser ça, lorsqu'on doit se penser dans une unité de production? C'est très compliqué quand même. Et donc, aussi, on dépossède les travailleurs d'agir. On est libre d'obéir. Et ça fait beaucoup de mal aux travailleurs sociaux. Parce que normalement, dans les écoles de travail social, ce qu'on vous apprend, c'est à penser ce que vous faites. J'espère. Alors, ça, je vais passer. Retenez que ce type de mode de gestion, le politique va mettre en place ces mesures par le moyen d'objectifs détaillés, qui vont être divisés
eux-mêmes en indicateurs de performance. Ces objectifs sont ensuite érigés en cadre de référence qui permettent d'évaluer, mais ce n'est pas que l'évaluation, c'est la performance. Okay. Les organisations et les individus ont leur capacité à maximiser celui-ci. Le gouvernement centralise la mise en place des mesures et c'est des commissions d'experts qui sont dites neutres. Il n'y a rien de neutre en fait à implémenter tout ça. Vous pouvez lire le rapport Stiglitz qui a été écrit par Amartya Sen, Fitoussi et Stiglitz, tous les 3 prix Nobel. Et pas d'extrême gauche du tout. Vous lisez la première page et ils vous disent qu'un indicateur n'est jamais neutre. On pourrait très bien inclure dans le calcul du PIB le fait de l'impossible. Comment est-ce qu'on peut penser la croissance et la consommation dans son rapport à l'écologie? On peut mettre des indicateurs comme ça dans le PIB. Donc un indicateur n'est jamais neutre. Il nous donne une représentation du monde que l'on veut construire. Et donc les organisations sociales et clients doivent justifier leur action en lien avec les objectifs créés de façon externe afin de maintenir le subside. Alors, en gros, ça marche comme ça. Vous avez comme moteur des think tanks, c'est logique qui viennent du monde entrepreneurial. Vous avez des think tanks qui vont traduire la réalisation des objectifs qui sont mis en place dans ces entreprises, qui vont... Alors à l'époque, c'est les think tanks qui allaient trouver les États. Maintenant, de plus en plus, c'est les États eux-mêmes qui vont trouver les think tanks. Donc on est carrément maintenant dans un jeu où c'est les États qui vont demander. En Belgique, je ne sais pas, McKinsey, il est présent en Suisse? Ça vous dit quelque chose? Oui? En Belgique, c'est partout. Le pacte d'excellence de l'enseignement, McKinsey, l'activation des chômeurs. McKinsey, ils sont présents dans tous les cabinets ministériels, et eux, ils arrivent avec des rapports de 1000 pages, ils disent aux politiques, tu veux mettre ça en place? Voilà comment il faut faire. Il suffit d'appliquer. Ce qui est très facile aussi pour les politiques. C'est pas que la théorie du complot, hein, c'est la stratégie politique normale. Ça se passe toujours comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont une oreille, c'est une oreille très forte. Okay. Ensuite, là, on met en place ces objectifs indicateurs. Alors j'ai appris l'histoire de l'IA, chômage et la sociale, parce qu'en écoutant un peu des émissions à venir vous parler, eh bien, chaque agence est indépendante. Et donc on va dire aux responsables de l'AI, il faut que tu maximises ton efficience, il faut que tu fasses mieux avec moins. Bon, on va créer des logiques d'exclusion des personnes qui avant avaient l'assurance invalidité à 100% pour toujours, tout à coup 10 ans après on va les trouver et lui dire mais non, tu es complètement apte au travail en fait, suivant le nouveau modèle. Et puis ils vont trouver le chômage, on leur dit ah ben non, tu es trop malade pour pouvoir travailler. Et puis ils vont à la sociale, on leur dit ah ben non, ton mari gagne 10 francs suisses en trop. D'un point de vue des indicateurs, l'AI performe. Du point de vue du droit, on peut se poser la question. Et donc la conclusion des auteurs, Le Galère et tout Shocking, c'est que oui, on peut modifier en partie la société, contraindre les individus, les organisations sociales à maximiser les fins qui leur sont assignées. Ça marche, on peut vous obliger à aller en ce sens. Et l'État peut jouer un rôle central de la modification de la sphère publique en sphère marchande et conforter les inégalités sociales et les rapports de force. Mais en ayant lu ça, je me suis dit, ben, je l'enseignais aux étudiants, donc ça c'est quelques livres, si vous voulez, que je vous recommande vivement. Et à force d'enseigner ça aux étudiants, je ne pouvais plus. J'en ai marre de parler de ça, je ne peux plus. Parce qu'à chaque fois, ça me renvoyait à la réalité. Et donc j'ai entamé une recherche. Je demande à l'école pour avoir un subside, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut, nous, proposer, faire un processus de dialectique? Comment est-ce que je peux, à la place de toujours m'opposer et dire, bah ça, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Oui, mais qu'est-ce que je propose comme alternative positive par rapport à ça? Parce qu'à un moment donné, si on reste sur des désaccords, on ne nous permet pas d'avoir des cadres qui nous permettent de penser la réalité de façon différente. Et puis je suis allé à une conférence du juge Tulkens, je ne sais pas si vous connaissez Françoise Tulkens. Mon père a travaillé beaucoup avec elle quand elle était juge pour enfants, qui a été vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, et je suis à l'Académie des droits humains. Et elle me dit, en fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une éthique. Alors, est-ce que je pourrais savoir, ici dans la salle, qui a déjà lu la Déclaration universelle des droits de l'homme? Vous voyez? Qui l'a déjà pratiqué dans son travail social? C'est quand même interpellant. Hein?
dans toutes les chartes éthiques internationales du travail social, on fait référence à cette déclaration universelle des droits de l'homme. Quand je fais ça avec les étudiants, sur 350 étudiants, il n'y en a pas un qui l'a. Donc il y a une faillite démocratique. Parce que si la démocratie libérale européenne sait de faire valoir la déclaration universelle des droits de l'homme et qu'elle n'est même pas enseignée à l'école, et on peut la lire en maternelle, ça va? On peut faire ça avec des gamins, expliquer, il n'y a pas de problème. C'est jamais utilisé, jamais. Pourtant, c'est un fondement, et je me suis dit, mais bingo, on a notre juste, et c'est là que je reviens à la question de l'utilitarisme. Pas de juste comme cadre de référence. Là, c'est une référence de juste, qui en plus est plébiscitée par le gouvernement, et qui en plus nous donne un cadre de réalisation tout à fait remarquable pour penser comment est-ce qu'on s'emploie à faire vivre le travail social. Parce que ce qui est beau quand on prend l'éthique des droits humains, c'est qu'on se dit que nous, travailleurs sociaux, notre rôle, c'est de faire vivre des politiques sociales. Et que ces politiques sociales, in fine, elles tentent à permettre la réalisation des droits humains. Vous voyez, tout doucement, je suis en train de vous inviter à changer de réalité, de changer de conception du rôle que vous pouvez prendre par rapport aux logiques néolibérales. Et donc, l'efficience dans la question de l'éthique des droits humains, ben, c'est la possibilité de la réalisation du droit. C'est peut-être ça qu'on va se demander. Tiens, dans les choses qu'on met en place avec les gens, comment est-ce qu'on permet la possibilité de la réalisation du droit? Et comme la Suisse, vous êtes souvent en avance, c'est pas mal de sujets. Je ne sais pas si vous connaissez la Déclaration des droits culturels de Fribourg. L'école des droits culturels de Fribourg, ça vous parle? Quelque chose que j'ai découvert il y a un an. Il y a dans la proposition de la déclaration des droits culturels de Fribourg la possibilité de repenser le monde du social et de refaire jonction avec les individus et de nous voir comme des agissants de la démocratie. Et je terminerai un peu par là, mais c'est moi cette hypothèse que j'ai prise dans ma recherche. Je me suis dit comment est-ce que je peux donner une définition qui est radicalement différente de celle qu'on m'oblige, je pense, en permanence au travail social. Voilà ce que je vous propose. C'est de se dire que les organisations à finalité sociale, dans un système démocratique, elles visent à faire exister la démocratie et les droits humains qu'elles mettent à place. Et de ce fait, leur fonctionnement, leur évaluation ne devrait-elle pas s'organiser au regard de la possibilité qu'elles ont de la faire exister effectivement. Et est-ce que c'est pas là, en fait, notre possible porte de sortie, c'est de nous saisir des fondements éthiques du travail social, mais des fondements éthiques aussi de la démocratie libérale, afin de réévaluer nos actions dans un sens diamétralement opposé que celui dans lequel on est contraint de prendre place. Voilà ce que Patrick Meyerbeer dit. Patrick Meyerbeer, ça dit quelque chose? Philosophe suisse, qui est, je ne sais pas s'il est président de l'école de Strasbourg, mais moi j'ai eu la chance en fait d'avoir Luc Carton, mon comité de recherche, qui est président de la commission des droits culturels. C'est lui qui m'a dit, mais va lire ça, tu vois. Et voilà la proposition de l'école de Fribourg, c'est de voir le droit de l'homme comme une relation sociale qui met en jeu la dignité humaine en reliant trois pôles. Le sujet du droit, et donc l'ayant droit, pas le client. Un ou plusieurs débiteurs, l'individu et les institutions responsables de ce droit, et l'objet du droit qui lie le sujet au débiteur. Et donc, ce que je fais souvent avec les étudiants, là on n'aura pas le temps, mais au regard de la finalité de votre institution, demandez-vous à quelle liberté vous vous engagez à faire exister. Si vous travaillez dans un hôpital, le truc facile, le droit d'être soigné et donc la liberté pour chaque individu de pouvoir être soigné. À partir du moment où on pense son action en termes de liberté et de pouvoir être, ben, on transforme sa représentation de la possibilité du travail social. Et donc l'objet du droit n'est pas une chose, c'est pas de vous donner de la nourriture et du soin, ça va. Le nombre d'associations où j'allais, parce que moi quand je travaillais en rue, j'allais manger dans les abris de jour. J'allais manger des sans-abri. Et c'est dégueulasse, c'est ce qu'on leur donne à manger. La plupart du temps, vous ne mangeriez pas ça. Ou alors c'est des très bonnes tartines de saucisson, mais c'est tous les jours la même chose pendant toute l'année. Et c'est bizarre, quand Neymar venait faire le couscous, il y a 300 personnes à la porte de l'abri de jour. Donc les pauvres, ils aiment bien manger. Et donc est-ce que si on met en place des structures où les personnes peuvent aller s'alimenter, est-ce que c'est pour ça qu'on répond au droit? Ben non, c'est une relation. Les personnes, elles ont des choses à nous dire sur la possibilité réelle qu'elles ont d'être bien nourries en allant dans ces structures. Peut-être qu'il serait temps qu'on repense avec elles les possibilités qu'on met en place pour elles.
Et donc c'est une relation qui met en œuvre des sujets. On ne parle pas de nourriture, on parle de repas. On ne parle pas de soi, on parle de relation de soi. Ok? Alors je n'aurai pas le temps de développer tout, parce que je vais peut-être m'arrêter là. Ça c'est un peu le cadre d'outils d'évaluation que j'ai créé, avec tous des fondements théoriques, etc. Et moi j'invite les travailleurs sociaux à penser l'organisation à finalité sociale comme des possibles communs. Des possibles à vous incarner des formes de liberté, et des communs, c'est des espaces de décision copartagés, où les ayants droit auront à dire, mais vous aussi. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les travailleurs sociaux, ils ont un savoir politique de ce qu'on leur demande de faire dans la réalisation des politiques sociales, et que vous avez une intelligence folle, mais qu'on n'utilise jamais. Alors comment est-ce que je ne vais pas vous faire tout le truc, parce que on est parti pour là 4, 5, 6 heures, juste sur le concept théorique. Mais moi je me suis dit, il faut que je teste quelque chose, cette éthique, il faut que je la mette en pratique. Et donc j'ai demandé à des étudiants en situation de précarité, dans les 8 qui sont venus, les étudiants, etc., d'évaluer leur possibilité à jouir du droit à l'éducation. Qu'est-ce qui les empêchait, au regard de leur situation de précarité, de jouir de leur possibilité à pouvoir étudier. Et j'ai fait ça avec le service social en même temps de la haute école où je travaille. On a questionné tout ça. Au début, moi, c'était juste tester un outil de recherche, et puis les acteurs se sont pris au jeu. Et en fait, il y a plein de choses qui ont changé dans le fonctionnement du service social. Et je me suis rendu compte que rien qu'en les invitant à penser les gens comme des ayants droit, toute leur représentation de leur travail a changé. Et désormais, quand elles reçoivent des étudiants, elles leur disent « mais tu as des droits ». Et moi, et je terminerai là-dessus, je présente ça aux étudiants. Et j'ai une étudiante racisée, vous voyez, une personne racisée de couleur. Pourtant, quand on va dans les expositions un peu sérieuses, on se rend compte qu'on est tous bruns. Personne n'est blanc comme mes chaussures, personne n'est noir, noir. Oui, on est tous bruns. Et cette étudiante racisée vient me trouver, et elle me dit, mais moi je n'ose pas les droits, monsieur, parce que je suis noir et que j'ai pas envie qu'on se dise encore que le noir est de moins que l'essentiel. Et j'ai dit, t'es pas noir, t'as un disque d'un type de droit. Vous voyez l'importance aussi de voir les choses. Alors voilà, je vous laisse avec sa réflexion et bonne fin de journée.